Et j'ai le plaisir de vous proposer d'entendre maintenant Grégory Pouy qui va nous raconter son histoire, ses explorations. Grégory est analyste culturel. Il est notamment le fondateur et l'animateur du magnifique podcast que je vous invite à découvrir qui s'appelle Vlan. Grégory va nous parler ce matin de transformer nos business dans un monde incertain, pourquoi c'est possible, y compris quand on croit que ce ne l'est pas. Greg, je te passe la main. Merci beaucoup. On aura une séquence de questions-réponses avec Grégory à l'issue de son intervention, comme les dernières fois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Martin, pour cette introduction. Alors, c'est vrai que je vais un peu raconter ma vie aussi. Je ne vais pas parler que de business, parce que ça me semble important aussi de partager, je crois, des expériences individuelles. Donc, tu le disais, moi, à l'origine, je suis un marketeur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille à l'intersection de la sociologie, du business et des technologies. Donc, par exemple, je suis associé dans une boîte de blockchain. Voilà, je fais plusieurs choses différentes. Et ce que j'ai appelé analyse culturelle, qui est un mot que j'ai totalement inventé pour définir mon métier aujourd'hui. Avant de commencer, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la présentation, j'ai des slides jaunes comme ça qui sont des questions en fait pour vous, pour générer un peu d'interaction parce que à distance, on essaye de le faire quand même un petit peu. J'aimerais savoir comment vous traversez cette période, cette année 2020, comment vous l'avez traversée, comment vous traversez ce début 2021. Vous pouvez répondre en commentaire. Ça m'intéresse de voir comment vous vous sentez pour le moment. Silencieux, apparemment. Non, mais ils sont censés être silencieux, ils sont censés répondre dans les commentaires. Mais bon, je vais passer, mais j'aurais bien voulu avoir les retours. Moi, en tout cas, 2020, ça m'a Tu as des vraiment... retours sur le chat. Ah, j'avais Grégory. pas vu. Donc, Merci. en paix, chanceux, 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 ramenez-moi, chanceuse, en paix. Beaucoup, beaucoup de chance. Beaucoup de Ah, chance. bah On c'est a super. majoritairement des chanceux. Ah bon, c'est parfait. Moi, en tout cas, 2020, ce que je disais, c'est que ça m'a retourné. C'est d'autant plus étrange que moi, je suis indépendant. Je travaille depuis chez moi depuis 8 ans maintenant. Donc, c'est pas trop le confinement qui a pu me perturber. J'ai fait une très bonne année. Donc, en fait, c'est même pas la finance non plus qui a pu me perturber. Et pourtant, en fait, à la fin du premier confinement, je me suis dit que j'avais besoin d'une cabane, d'une maison. Donc, en fait, je me suis mis à chercher à acheter une maison. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était parce que j'avais vraiment besoin de cette sécurité, en fait, que ça m'avait vraiment perturbé, voire plus. Et puis, un peu plus tard dans l'année, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas la bonne solution de s'ancrer, de prendre un énorme crédit, parce qu'en fait, dans une période aussi mouvante, et vous avez vu, je vais prendre beaucoup l'image du bateau et de la tempête, et ben en fait, s'ancrer, c'est peut-être pas la bonne solution, ou en tout cas, s'ancrer par l'extérieur, c'est peut-être pas la bonne solution, et que sans doute pour moi, la bonne solution, c'est de s'ancrer à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, j'ai décidé, et je le fais là dans une semaine, de déménager à Lisbonne. Donc, vraiment, rien à, rien à voir. Et en fait, c'est important enfin, il me semble que c'est important de partager ce genre d'expérience parce que je crois que pour beaucoup de personnes, en particulier les plus jeunes, mais aussi des personnes qui sont plus âgées, c'est une période qui est un peu traumatisante en réalité. Donc, je suis vraiment ravi que la majorité d'entre vous considèrent qu'ils ont de la chance parce qu'effectivement, je crois qu'on a beaucoup de chance. Alors, c'est vrai que moi, j'étais un peu au courant de tout ce qui était en train de se passer. Martin, je l'ai reçu, entre autres, sur mon podcast. Donc, sur Vlan, j'essaie d'analyser la manière dont la société évolue. Je reçois beaucoup, beaucoup de chercheurs, anthropologues, sociologues, de chercheurs en tout genre pour parler de divers sujets. Et puis, j'ai écrit un bouquin qui est sorti cette année qui s'appelle Insoutenable paradis et qui parle d'écologie et de mode de vie. Et donc, le sous-titre, c'est Réagir sans tout sacrifier, et où j'essaie de comprendre, en gros, comment on va s'en sortir entre État, individu et entreprise. Et vous le devinerez sans doute, je pense que les entreprises ont un rôle majeur à jouer, en fait. Et donc, malgré tout ça, et donc finalement, c'était un livre que j'avais écrit en 2019 et qui était un peu prophétique quelque part, puisque je parlais, entre guillemets, du monde d'après. Et ben, malgré tout ça, ça m'a quand même beaucoup perturbé. Et pourquoi ça m'a perturbé? Je crois que
Je vais pas m'étendre sur la situation parce que vous avez eu pas mal de sessions là-dessus. Mais c'est vrai que pour moi, on est un peu comme dans un roller coaster, c'est-à-dire que pendant 50 années, on a monté la côte. Et du coup, on a profité de la vue, c'était super, c'était très joli. Et puis là, en fait, en 2020, on arrive en haut de la côte. Je suis vraiment monté dans ce roller coaster, en l'occurrence, qui est pas très loin de New York, parce que je vivais à New York pendant toute une période. Et on arrive en haut de la côte et en fait, ça descend et ça descend vite. Ça descend vite et ça peut nous surprendre. Et en fait, si vous êtes déjà monté dans un roller coaster, vous savez bien qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on est remonté dedans, c'est c'est un peu trop tard. Et en fait, plus qu'un grand 8, ça ressemble un peu à Space Mountain. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Personne, moi non plus, évidemment. Donc, personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'extrême droite. Personne ne pouvait prévoir qu'il y aurait une deuxième vague ou en tout cas une deuxième une sous-couche du Covid, etc., etc. On ne sait pas précisément ce qui va se passer. Donc, il y a des tournants, il y a des loopings, on ne sait pas. Et en fait, dans une situation comme ça, évidemment, l'idée, c'est c'est pas de paniquer, c'est de se poser la question de comment on navigue dans une tempête. Ce à quoi je faisais un peu référence tout à l'heure. Et je crois que la première chose, c'est évidemment de lever l'ancre, de ne pas vouloir s'ancrer par l'extérieur. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais plutôt d'être fluide et d'improviser. Je crois que, en fait, quand on est dans une tempête, l'idée, c'est de ne pas perdre le phare de vue, donc d'avoir un objectif à long terme, pas des objectifs à 2 ans ou à 3 ans, mais vraiment d'avoir un objectif à 10, 20 ans euh, et d'être fluide et d'improviser au fur et à mesure. Alors du coup, en général, quand je dis ça, les gens des grandes entreprises me disent: «Oui, mais nous, on est un paquebot, en fait, en l'occurrence. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué d'être fluide et improvisé. C'est super sympa pour les startups, mais pour nous, c'est plus compliqué». Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour les gros bateaux comme vous pouvez en faire partie. Mais en même temps, l'avantage d'un paquebot, et on l'a vu, et je vais vous montrer des exemples dans la présentation, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont pris le cap, ben, en fait, ça bouge et ça va très vite. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, oui, effectivement, c'est plus dur de changer le cap d'un paquebot que d'un petit voilier. Et en même temps, ça peut faire des changements qui sont vraiment radicaux et extrêmement importants. Et évidemment, la question, c'est pas de se dire que, même si je crois dans une certaine mesure qu'il va falloir prendre des décisions radicales, l'idée, c'est de se dire que on va faire ça pas après pas et que surtout, et moi, c'est pour ça que mon bouquin s'appelle Changer sans tout sacrifier, c'est qu'il faut être assez bienveillant avec soi-même au niveau individuel et avec soi-même au niveau collectif. Je crois que, évidemment, les changements, ils sont majeurs, ceux qui sont devant nous, et en même temps, il faut les prendre au fur et à mesure. Et effectivement, je considère qu'on a beaucoup de chance, moi, de traverser cette période parce qu'on peut vraiment être des acteurs du changement, sachant que vous avez tous bien en tête, j'imagine, les différentes crises qui arrivent, que ce soit la crise économique, la crise sociale, la crise politique, la crise paradigmatique et évidemment la mutation climatique qui n'est pas une crise parce qu'il n'y a pas d'après. Une crise, il y a un avant, un après. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'après parce qu'on est en train de modifier la manière. En fait, l'idée, c'est de sauver la manière dont on peut maintenir le vivant sur la planète. Et en fait, évidemment, en tant que dirigeant d'entreprise ou en tout cas participant à des grandes entreprises, vous avez un rôle, à mon sens, qui est majeur. Ce qu'il faut comprendre, je crois, et c'est une thèse de Michel Maffezoli, mais que je trouve assez juste, c'est qu'on est en train de passer d'une société moderne à une société postmoderne. La société moderne, le triptyque, c'était l'individualisme, le capitalisme et le progrès qui est devenu innovation. Et puis, le triptyque de la société dans laquelle on va, c'est une forme de collectivisme. Alors, collectivisme, pas au sens communiste du terme, évidemment, parce que le communisme était hyper productiviste, mais dans le co, c'est-à-dire comment je peux co-construire, co-faire, comment je réfléchis ensemble, etc. etc. Euh, un rapport à la nature, évidemment, essentiel, qu'on a complètement perdu, et beaucoup plus dans l'instant présent. C'est ce qu'on fait en général quand on improvise. En fait, on est en train de passer d'une société de biens à une société de liens, avec des interdépendances qui sont très positives. Je pense qu'on a bien compris tout ça pendant 2020, c'est-à-dire qu'il y a des interdépendances, on les avait un peu perdues de vue, et que le système, il est évidemment assez fragile, lié à ces interdépendances. Donc, plus on les rapproche, plus elles sont fortes. Ça vaut entre salariés, ça vaut avec vos clients, ça vaut avec vos partenaires, ça vaut avec tout le monde en réalité. Donc la question, et vous allez voir, la présentation est en deux parties. Il y a une partie un peu strat, parce que évidemment la problématique, elle est hautement stratégique. Donc d'abord, c'est, OK, c'est super tout ça, mais comment je transforme mon business? La première chose à bien comprendre, c'est qu'évidemment, le discours, c'est pas de dire que les entreprises vont arrêter de faire du business et vont arrêter de faire des profits. Évidemment, une entreprise, elle est là pour faire du profit et c'est pas un problème. Ça, c'est pas le souci. La question, et j'aimerais bien que vous répondiez en commentaire, je veux bien, Martin, que tu regardes les réponses.
Est-ce que vous opposez économie et écologie? Si Martin, tu peux me donner les réponses, ça Alors, m'intéresse. c'est que des noms, sauf un plutôt oui, mais sinon, D'accord. majoritairement des noms. Le nom l'emporte pour l'instant haut la main. Bon, bah, c'est super. Alors, effectivement, ça ne s'oppose pas. Une bonne raison, une bonne manière de le comprendre, c'est de repartir à l'étymologie des mots. Économie, ça veut dire la gestion de la maison. Écologie, c'est le discours sur la maison. Bon, bah, en fait, ce que dit l'écologie, c'est que la maison, elle est mal gérée. C'est tout, en fait. Ça ne veut pas dire que l'économie et l'écologie, ça s'oppose. Ça veut simplement dire que oui, effectivement, on a un petit problème. On agit comme des ados. Si vous reprenez cet exemple que vous connaissez sans doute, que la Terre, c'est l'existence de la planète, c'est 24 heures. L'existence de l'être humain sur ces 24 heures, c'est 1 minute et demie. Et si on parle d'énergie fossile, évidemment, c'est parce que ce sont effectivement des fossiles qui se sont construits pendant les 23 heures pendant lesquelles on n'était pas là. Euh, et que là, on est en train de tout consommer de manière un petit peu folle. Et donc, moi, je préfère ce mot d'écosophie, qui est la sagesse de la maison. Et je pense que c'est cette sagesse qu'on a besoin, évidemment, de retrouver. Moi, j'aime beaucoup cette phrase que vous connaissez peut-être, qu'il est plus facile d'envisager la fin de la planète que la fin du capitalisme. Évidemment, ça semble complètement fou. Et pourtant, de manière assez générale, c'est vrai qu'on ressent parfois ça. Évidemment, on peut complètement transformer le capitalisme. L'idée, c'est qu'il y a plein de voies possibles. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on voit deux voies majeures qui sont, un, on continue comme avant, avec la 5G, l'innovation technologique, etc., etc. On peut continuer, c'est une sorte de route tout droite. Et puis, de l'autre côté, il y a une sorte de pont cassé où il y a un effondrement total, etc., etc. Évidemment, ces deux futurs, ce sont nos futurs, c'est-à-dire que personne n'a envie de se projeter ni dans l'un ni dans l'autre, je crois. Et la question, c'est tous les imaginaires qu'il y a entre les deux. Et je pense qu'en fait, il y en a énormément. Et l'idée, c'est pas de se dire qu'on a le choix entre communisme et capitalisme. Il y a plein de manières d'envisager le capitalisme, évidemment. Donc ça, vous allez bien comprendre que, évidemment, la raison d'être d'une entreprise, ça ne peut pas être la maximisation du profit. Je vous avais posé la question quand même, mais la raison d'être d'une entreprise, c'est évidemment d'améliorer la qualité de vie à long terme du vivant. Ça me semble assez évident. Et en même temps, c'est vrai que depuis Friedman et puis l'élection de Thatcher et Reagan dans les années 70, on a perdu ça complètement de vue. C'est-à-dire qu'on a effectivement été dans une maximisation du profit pendant 50 ans. Ou au moins 40. Et du coup, on a ça, et nous, on est tous plus ou moins de cet âge-là, donc on a tous grandi dans cette logique de maximisation des profits. Et en fait, cette idée de maximisation des profits, évidemment, elle a strictement aucun sens. L'idée d'une entreprise, c'est d'améliorer évidemment la qualité de vie à long terme. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui sont déjà en train de bouger, qui sont en train de modifier leur raison d'être. C'est le cas de Perrier Jouet, qui, vous connaissez la marque, donc qui produit du champagne, mais qui se disent, en fait, finalement, notre métier, c'est de s'assurer de la fertilité des sols et des esprits. Et la fertilité des sols, parce qu'effectivement, si on veut maximiser les profits, on va mettre énormément d'engrais, simplement, on va tuer les sols, et demain, on ne va plus pouvoir, à cause de l'acidification des sols, on ne va plus pouvoir faire pousser de raisins. Bah, ça, évidemment, c'est une stratégie très court terme, mais qui est destructrice à long terme. C'est évident aussi pour la biodiversité, toutes les abeilles, les guêpes, etc., qui peuvent, tous les insectes, en fait, en réalité. Donc, c'est déjà un mouvement qui me semble important, c'est de réfléchir sur sa raison d'être, évidemment. Je pense que c'est un travail que vous faites. Et juste, je le dis parce que c'est important, la raison d'être, c'est quelque chose qui ne doit pas bouger. C'est-à-dire que la manière dont, enfin, ce que vous faites, c'est quelque chose que vous ne devez pas demander à une agence, ça doit se définir en interne et ça ne bouge jamais. Par contre, le what, ce qui est la manière dont vous gagnez de l'argent, ça peut bouger. C'est-à-dire que demain, vous pouvez complètement envisager d'autres manières de gagner de l'argent. Et je vais vous prendre des exemples, évidemment. Alors, je pense que la première chose à faire quand il s'agit de faire face à ce défi qui est devant nous et ces différentes crises qui sont devant nous, c'est d'abord de respirer. Respirer parce que en fait, c'est extrêmement angoissant. On ne sait pas exactement par quel bout le prendre. On se dit que peut-être qu'on n'est pas assez grand pour faire face aux problèmes. Et moi, ce que j'ai vu, et je fais beaucoup le parallèle avec la transformation digitale, c'est des entreprises qui, même si la transformation digitale, c'était une transformation relativement simple, ont paniqué. Et donc, ça allait on lance une application mobile, on va sur Instagram, on va sur Facebook, on va sur TikTok, je ne sais pas trop quoi. On embauche un community manager qui a 20 ans. Et en fait, quand on panique, c'est un peu comme quand quelqu'un se noie, c'est-à-dire qu'il tape dans tous les sens, mais à la fin, il se noie. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de respirer et de comprendre de manière assez profonde, et c'est ce que vous faites dans ce séminaire monté par Capgemini, c'est ce que vous faites à travers ce séminaire, de comprendre exactement de quoi il s'agit, de quoi on parle. Donc, j'espère que vous respirez toujours, rassurez-moi.
Le deuxième point qui me semble essentiel, c'est de comprendre que la compensation en CO2, c'est très discutable. Pour moi, la compensation en CO2, c'est surtout une bonne manière de ne rien changer. En fait, c'est un premier pas et c'est super, mais en même temps, on ne peut pas le prendre par là. C'est-à-dire que quand je compense en CO2, je ne change pas et je continue à faire mon business comme d'habitude. Là, l'idée, c'est surtout de changer, évidemment, de manière profonde, la manière dont on fait du business. Et on va y revenir, mais en tout cas, la compensation CO2, ça ne marche plus très bien. Et je pense qu'il faut arrêter. Et puis, en plus, il faut considérer combien coûte une tonne de CO2. Il y a pas mal d'experts, dont Carbone 4, qui considèrent que la tonne de CO2 devrait être à 1 000 euros. Donc, pour un ordre d'idée, un vol entre Paris et Lisbonne, c'est 500 tonnes, c'est une demi-tonne de CO2. Donc, le vol ne devrait pas coûter 100 euros, il devrait coûter 1 100 euros, ou 1 200 euros, ou 2 200 euros. Enfin bref, en tout cas, il ne devrait pas être à 100 euros ou 150 euros l'aller-retour. Ça, c'est une certitude. Je vous prends un exemple d'Interface que vous connaissez peut-être. Interface, c'est le leader mondial de la moquette. Donc, la moquette, c'est un produit qui est hautement fait à base de plastique et de pétrole, hein, concrètement. Et en fait, il y a une vingtaine d'années, le fondateur a décidé qu'il ne voulait plus avoir d'impact négatif, qu'en fait, c'était un sujet qui était important. Donc, en fait, je vous ai pris cet exemple-là parce que pour vous montrer qu'un leader mondial d'un produit qui ne fait que qui n'utilise que le pétrole, en fait, peut se transformer. Donc, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Donc, comment ils ont fait? En fait, la première étape, c'est qu'ils ont réduit tous les gâchis, donc toutes les chutes de moquettes, ils les ont réduites, toutes les chutes de temps, toutes les chutes de manutention, d'organisation perdue, ils ont tout modifié, ce qui leur a permis d'augmenter leur marge. Ensuite, ils se sont dit, OK, nous, on a besoin de fibres pour faire de la moquette, comment on peut faire de la fibre? Et en fait, ils ont trouvé plein de produits en économie circulaire avec lesquels ils pouvaient faire de la fibre, en particulier des pare-brises cassés dans les casses, mais aussi des filets de pêche de pêcheurs. Et donc, ils sont allés racheter, donc ils ont fait du social aussi, des filets de pêche de pêcheurs assez faibles, donc des filets de pêche qui étaient morts, et ils en ont fait de la fibre. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas vraiment réduit leur chiffre d'affaires et qu'en réalité, aujourd'hui, en 2020, ils n'ont plus aucun impact négatif. Donc, en fait, c'est possible. L'idée, c'est de se dire que c'est complètement envisageable. Ça veut simplement dire qu'ils ont bien réfléchi et qu'ils ont tout transformé. Le troisième élément, et c'est une idée que j'ai volée à Martin, c'est d'aller vers des idées marginales. Et je crois qu'en fait, on a tendance à reproduire, et moi je le vois quand je conseille des grands groupes, on reproduit beaucoup parce qu'en fait, on est tellement concentré sur des lancements de produits qu'on a tendance à copier-coller des plans médias et puis surtout, on essaye de plaire à son boss. Donc en vrai, en gros, enfin, tout le monde dit on est centré sur les clients, mais en réalité, on est quand même centré sur son salaire, centré sur son avancement. Du coup, on est centré sur son boss, centré sur ses collègues, centré sur ses produits. Et puis ensuite vient le client. C'est assez rare, en fait, les entreprises qui sont centrées sur les clients, pour être tout à fait sincère. Et en fait, là, l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'il faut qu'on fasse les choses différemment. Et les idées marginales, elles peuvent venir de personnes qui ne sont pas forcément en marketing, elles peuvent venir de personnes qui ne sont pas forcément à la direction, elles peuvent venir de partout. C'est là qu'on retrouve le co dont je parlais tout à l'heure. Une idée originale que je trouve qui a été lancée là, au début 2021, c'est pour ça que je la reprends, de La Redoute, qui a copié en gros ce que fait Ikea, c'est-à-dire de faire de la seconde main. C'était quelque chose que les marques ne voulaient pas faire pendant très longtemps. Je l'ai vu en particulier dans les marques de luxe, mais c'était vrai partout. Et là, on voit Ikea qui commence à le lancer, qui l'a lancé en 2020, pardon. Et puis La Redoute qui le lance en 2021, donc qui propose et organise la seconde main. Ce qui, en fait, est une nouvelle ligne de business pour eux, mais qui génère de l'économie circulaire. Le quatrième point, c'est de mettre de l'énergie à calculer les externalités. En fait, c'est vrai qu'on ne peut pas réduire quelque chose qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est la partie quasiment la plus compliquée. C'est vraiment de calculer l'intégralité des externalités. Et quand je parle d'intégralité des externalités, c'est évidemment le CO2, mais c'est aussi l'impact sur les communautés. Par exemple, admettons que vous avez généré de la monoculture dans une région XY du monde et que là, on vous dit ça serait bien de faire du local, donc de rapatrier en France. C'est super de rapatrier en France. Ou de rapatrier sur la zone, admettons, si vous êtes en Amérique latine, de rapatrier en Amérique latine, etc., etc. Mais du coup, comment vous accompagnez les populations locales? C'est aussi une vraie question qu'il faut se poser. En fait, il faut peut-être repartir de la théorie, vous pouvez retrouver ça sur Internet, The Donut Economy, qui est une économiste qui s'appelle Kate Wilross, qui a mis en place tout un modèle hyper intéressant. Mais en tout cas, il y a pas mal d'entreprises qui accompagnent aujourd'hui dans le calcul des externalités. Il y a même des sociétés comme L'Oréal qui ont mis en open source une manière de calculer les externalités, alors dans leur domaine évidemment.
Donc, en fait, il y a énormément de travail à faire et je pense qu'effectivement, l'open source, c'est une bonne… Enfin, si L'Oréal, qui n'est pas dans la culture de l'open source, si vous connaissez un petit peu le groupe, arrive à le faire, je pense que n'importe qui peut être dans l'open source. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de s'entraider, encore une fois, d'être dans le collectif. Peut-être d'intégrer des climatologues à votre board, ça peut être intéressant. Ici, vous avez Jean-Marc Jancovici du Shift Project. Il n'est pas climatologue, mais c'est un ingénieur qui s'est beaucoup intéressé évidemment au climat. Je n'ai pas mis le mot chercheur parce que ça peut prêter à confusion, mais vraiment intégrer cette problématique au board et de se poser la question de comment on fait pour maintenir la vie et comment on fait pour répondre à la raison d'être d'une entreprise qui est de maximiser la vie sur la planète. Qu'est-ce que ça veut dire à court terme et à long terme? Le cinquième point, c'est sans doute de modifier la perception qu'on a de la croissance et des KPI. C'est vrai que la manière dont on calcule la croissance, c'est ce qu'on a considéré comme la croissance, c'est-à-dire uniquement cette croissance financière à court terme, elle est mortifère. Je veux dire, il y a aucune manière de considérer qu'en faisant de la croissance financière pure, on va y arriver. Si on réfléchit comme ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Mais par contre, l'idée, c'est de se dire que quand on regarde des entreprises, et c'est le fondateur de Patagonia qui reprend cet exemple, mais des entreprises qui existent depuis plus de 200 ans, évidemment, elles ne font pas 20% de croissance tous les ans, mais en fait, elles sont toujours là et ça fonctionne. Donc, peut-être d'intégrer des valeurs de l'invisible comme le lien, la confiance, le soin, la cohésion. Ça me semble assez évident et en même temps, ce n'est pas toujours le cas, et d'envisager de calculer la croissance de manière différente. Sans doute, vous connaissez l'exemple de la Maïf, mais aujourd'hui, la Maïf, quand ils calculent leur croissance, ils considèrent 4 éléments importants, que sont évidemment la croissance financière, parce que ça reste un élément important, mais aussi la satisfaction des salariés, mais aussi la satisfaction des clients et leur impact carbone. Donc, en fait, c'est en prenant ces 4 éléments-là qu'ils calculent leur impact. Et pour moi, en fait, je pense que c'est une bonne manière de réfléchir parce qu'effectivement, il faut revoir ces méthodes de calcul. Alors peut-être vous vous dites, bah oui, mais c'est compliqué, etc. Moi, ce que je vais vous répondre, c'est il y a une vague qui arrive. C'est exactement comme avec le digital. La vague, vous la voyez, elle est énorme. Vous pouvez attendre que ça arrive de l'État et qu'on vous force à le faire. Moi, je me souviens d'une conversation en 2007 avec, par exemple, le directeur marketing de SFR qui me disait mais moi, je m'en moque des avis de consommateurs sur Internet parce que ça n'a aucun impact sur mon chiffre d'affaires. Bon, bah, c'était en 2007. Là, la vague, elle est énorme. On la voit arriver. C'est très important. De manière évidente, de toute façon, ça va arriver, cette idée de modifier la perception de la croissance. Donc, en fait, plutôt que d'attendre que ça s'impose à vous, autant le prendre en considération et l'intégrer dans votre entreprise tout de suite. Le sixième point, c'est sans doute du leadership et pas de la gestion. C'est vrai que beaucoup de grandes entreprises, on le voit aussi dans la politique, font de la gestion et c'est ce qu'on leur demande en général. Moi, je crois que, je parlais de radicalité tout à l'heure, il y a une forme de leadership qui est nécessaire. Le leadership, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut prendre par exemple la forme d'IBM qui a changé son Watt, la manière de gagner de l'argent. Donc, ils sont passés d'un constructeur de matériel informatique à une société de conseil. Donc, je vous disais tout à l'heure, en fait, on peut avoir un why très bien défini et changer son Watt. Ça peut être aussi le renoncement. Je vous ai pris l'exemple de Bouygues, qui est une boîte, je crois, assez exemplaire dans le domaine, où aujourd'hui, ils se posent la question du renoncement et ils ne vont plus sur des business qui détruisent l'écosystème. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'ils vont arrêter de construire des aéroports, qu'ils vont arrêter de faire des routes au milieu de forêts primaires, etc., etc. En tout cas, c'est vraiment la voie qu'ils sont en train de prendre. Et je crois que cette question du renoncement, elle est extrêmement importante. C'est une question qui se sont posées chez Bouygues en comité de direction, et de se dire à quoi on est prêt à renoncer pour le bien-être de la planète. Enfin, de la planète. Quand je dis la planète, c'est nous. Hein. Évidemment, vous avez bien compris que souvent, on se dit qu'il faut se reconnecter à la nature sans vraiment comprendre que nous sommes la nature. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que notre tête qui n'est pas connectée à la nature, évidemment. Un autre exemple, je vous en prends plusieurs, mais je trouve que c'est intéressant. Quand je parlais de renoncement, c'est Patagonia. Bon, c'est un exemple un peu tarte à la crème, mais quand Trump a fait un retour des taxes, ils ont pris ces taxes, ces 10 millions de taxes, et les ont rendues pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, OK, mais du coup, opérationnellement, la question, c'est on fait quoi en 2021 ? Je pense que d'abord, il faut se rappeler qu'est-ce que les consommateurs attendent. Et sans doute qu'en tant que consommateur, vous allez raisonner avec ça. C'est assez intéressant de voir la dichotomie entre le marketeur souvent et le consommateur. Mais un consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est être aimé.
il veut appartenir. Il y a vraiment ce sens d'appartenance qui est extrêmement fort, d'avoir ses intérêts protégés. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, de trouver du sens. J'imagine que vous avez vu ça aussi. Et puis d'être respecté. Euh, Chaque fois, en général, que vous faites du ROI financier court terme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ROI, c'est pas que du ROI financier court terme. Il y a du ROI financier court terme, il y a du ROI non financier court terme, il y a du ROI directement financier long terme et du ROI non directement financier long terme. C'est les quatre. On ne peut pas considérer que le ROI financier court terme. Et ben, chaque fois que vous faites du financier court terme, vous abîmez la relation. C'est un petit peu comme si vous aviez un ami. Si vous lui demandez à chaque fois 50 € ou si vous lui demandez de l'aide en permanence et que vous l'appelez jamais, forcément, vous allez gâcher la relation. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est évidemment de travailler les quatre éléments et parfois de faire du ROI non financier long terme. Et je suis certain que votre carnet d'adresses est sans doute ce qui vous est le plus cher aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas de ROI financier court terme là-dessus. C'est impossible de définir combien vaut votre carnet d'adresses. C'est évidemment du ROI non financier long terme. Et donc, c'est un peu la même chose. Et donc, il faut sans doute faire attention à la relation que vous avez avec vos consommateurs. Ça peut sembler basique de le dire et pourtant, les marques ne le font pas. Tac. Alors, la première chose, c'est évidemment, et c'est un sujet extrêmement important, et on l'a vu là en particulier avec l'interdiction de Trump sur les réseaux sociaux, mais l'éthique des données, c'est un sujet clé. On voit l'Europe qui est en train de se positionner avec la DSA et la DMA. Il y a une vraie question de confiance des consommateurs. Et je vous prends l'exemple d'Alan. Alors, pour le coup, c'est une start-up, mais c'est une mutuelle qui assure une protection parfaite des données et assure qu'ils ne vont pas partager les données aux dépens des abonnés. Parce que évidemment, une mutuelle, elle sait quand vous êtes malade, elle sait précisément tout ce qui vous arrive. On pourrait considérer que une mutuelle, elle donne vos datas aux banques, ce qui fait qu'en fonction de vos datas, ben, on va vous donner un crédit ou pas. Et ben là, en l'occurrence, Alan refuse de le faire. Donc, c'est des exemples comme ça, mais pour moi, c'est vraiment des positions qui sont extrêmement importantes. Je sais qu'il y a des grands groupes et j'imagine que chez vous, vous réfléchissez déjà à la question. Il y a des personnes qui s'occupent de data, comme une amie à moi qui s'appelle Aurélie Jean, que vous connaissez sans doute, qui s'occupe vraiment de ces questions-là. Pour moi, c'est une question majeure en 2021 et qui est opérationnelle. La deuxième question opérationnelle et qui est extrêmement importante, c'est le design. Le design, on n'y pense pas nécessairement et pourtant, il a un rôle essentiel. Souvent, on reproche l'impact au niveau des consommateurs, mais pour moi, l'impact, il se fait beaucoup au niveau du design. Je vous ai pris l'exemple de cette douche. Parce que vous avez déjà tous pris une douche, j'imagine. Sans doute, vous avez pris une douche ce matin. Quand vous prenez une douche, vous attendez que l'eau soit chaude, l'eau tombe, vous vous douchez et puis voilà, vous ne posez pas plus de questions que ça. Il y a plusieurs éléments qu'on pourrait envisager. Déjà, si on vous mettait un compteur d'eau sur votre douche, vous consommeriez moins d'eau, ça a été testé, on le sait. Donc, juste de mettre un compteur d'eau, vous consommez moins d'eau. Si on mettait un compteur de CO2 sur votre voiture, sans doute que vous feriez plus attention en tout cas. Et surtout, aujourd'hui, on a inventé une douche qui permet, quand l'eau tombe, en fait, elle est recyclée, elle est remonte dans le tube, elle est nettoyée de vos germes, évidemment, elle est réchauffée, elle vous est resservie. Ça permet d'économiser 90% d'eau. C'est une innovation simple, mais juste qui prend en considération que, bah oui, l'eau, en fait, c'est une denrée qui est pas encore rare, mais qui va le devenir, et sans doute qu'on doit faire attention. Un autre exemple qui considère toujours l'eau, mais là, je vais parler d'énergie, qui est la bouilloire, qui est un exemple que je trouve hyper intéressant. Une bouilloire, on en a souvent tous utilisé une. Souvent, enfin quasiment systématiquement, on fait bouillir trop d'eau dans une bouilloire, sans trop réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Et pourtant, ça a été testé en Angleterre. Si on prend le surplus d'eau et l'énergie qui est nécessaire pour chauffer ce surplus d'eau, en fait, l'énergie qui est gâchée, si vous cumulez l'intégralité des foyers en Angleterre, ça permet d'éclairer l'Angleterre tous les jours. Donc en fait, ce n'est pas un problème d'utilisation. On pourrait reprocher aux consommateurs de dire, bah oui, bah, faites attention quand vous mettez de l'eau, faites chauffer précisément le montant dont vous avez besoin. Mais pour moi, c'est surtout un problème de design. Et donc, il faut vraiment vous poser la question, bah, à notre niveau, dans notre entreprise, comment on peut changer le design pour réduire la consommation d'énergie, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'eau ou des matières premières. Par exemple, si vous faites des savons, réfléchir comment mon savon il va permettre d'utiliser, alors évidemment moins de plastique, mais aussi comment je fais en sorte pour que les gens, quand ils se lavent avec, ils consomment moins d'eau. C'est des questions comme ça qui sont vraiment majeures, je crois, et oui, qui sont essentielles. Ou par exemple, moi j'avais accompagné Petit Bateau, où ils disent que tous les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent dans leurs habits, et en fait, ils donnaient absolument pas de patch pour réparer les fringues une fois qu'elles étaient abîmées, et surtout, ils expliquaient pas comment faire. Et donc, du coup, depuis, ils le font. Mais c'est des exemples aussi simples, c'est si vous êtes Petit Bateau ou quand vous êtes La Redoute, faire de l'économie circulaire, permettre aux gens de réparer leurs fringues, expliquer comment ça marche, etc. etc. Donc, l'exemple de Petit Bateau, je viens de le donner. Donc, en fait,
posez-vous la question, je vous la pose là, mais est-ce que vous voyez le design de vos produits ou de vos services des manières dont vous pourriez réduire l'impact des consommateurs? Et pour moi, en fait, le rôle majeur des marques, il est à cet endroit-là. Vraiment, alors en dehors de changer son business model, évidemment, ça peut arriver pour certaines entreprises qui ont des industries qui peuvent être très problématiques, où on ne peut pas vraiment changer, mais il y a aussi vraiment cette question de design qui est vraiment essentielle. La troisième point, il est dans la posture, et c'est d'être honnête et vulnérable. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire quand on est une entreprise. On le voit au niveau politique aussi. L'honnêteté et la vulnérabilité, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. C'est des valeurs qui sont considérées comme plutôt féminines. Moi, je crois qu'il y a un équilibre qui est en train de se jouer entre le masculin et le féminin. Et il y a vraiment de la place pour développer le féminin, et chez les hommes et chez les femmes. Être vulnérable, ça veut dire quoi pour une marque? C'est plutôt que de brandir des panneaux en disant dans 10 ans on en sera là, dans 20 ans on en sera là et c'est super. Et en fait, dans 20 ans, de dire bah non, on n'a pas réussi. Euh, de dire, par exemple, et c'est le cas de Panafrica Shoes, mais c'est le cas aussi de Veja, de dire sur votre site web ben, ce que vous n'arrivez pas à faire. De dire bah oui, on fait beaucoup d'efforts, mais il y a des trucs là où on n'est pas bon, en fait, on ne sait pas faire. Et eux, en fait, ils le mettent sur leur site web directement. Même si c'est des entreprises qui sont exemplaires en ce qui concerne l'environnement, et ben en fait, ils disent là où ils sont pas bons. Cette transparence, alors je dis pas qu'il faut être dans l'hyper-transparence, hein, c'est certainement pas mon discours, mais cette transparence et cette vulnérabilité, elle me semble importante parce qu'elle rend le discours crédible. Quand vous avez une grosse société qui, on sait, pollue énormément, vous dites on est les champions de l'écologie, évidemment que ça passe pas, les gens ils y croient pas, c'est impossible de le croire. Donc du coup, plutôt que d'essayer de dire ça, dire bah oui, alors voilà, on a mis en place tel effort, notre objectif c'est d'arriver là, mais pour l'instant on en est là et il y a effectivement des éléments dans lesquels on a encore un peu de mal. Le quatrième point, parce qu'en fait, c'est une vraie problématique, je pense, au niveau opérationnel, c'est comment je gère les contradictions des consommateurs, pour le coup. Et j'aime bien cette image que je trouve assez marrante, assez folle même. C'est comment je fais en sorte, et en particulier avec la crise économique qui arrive, de mêler les valeurs et les prix. Ça, c'est une vraie question, je crois, pour la majorité d'entre vous, puisque d'abord, il y a une élasticité au prix, évidemment, mais en fonction des catégories à qui vous vous adressez, ça ne va pas être la même chose. C'est sûr que pour Apple, ça va être beaucoup plus simple que pour une marque qui fait des très bas prix, évidemment. Et pourtant, en fait, on voit une société comme Intermarché qui a réussi à se positionner sur les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait plusieurs choses. Donc, ils ont fait toute cette campagne autour des légumes et des fruits moches, donc de s'assurer de réduire le gâchis alimentaire. Ils ont fait aussi en sorte de maintenir le prix des marques en 2020. Des grandes marques, en tout cas d'un certain nombre de marques. Ils ont fait aussi en sorte de rentrer en guerre, entre guillemets, contre des sociétés comme Coca-Cola et de favoriser des boissons locales. Donc, en fait, ils font énormément de choses pour essayer de maintenir les prix et en même temps d'avoir des valeurs qui sont extrêmement fortes. Donc, en fait, c'est complètement possible d'envisager les deux. Lidl essaye d'aller dans la même direction. C'est plus discutable, on en discutait hier avec Martin. Mais n'empêche qu'en fait, on doit pouvoir faire les deux. C'est possible d'envisager les deux. Le cinquième point, c'est de repenser son plan média. Il y a une société comme Havas, par exemple, qui propose aujourd'hui de calculer l'impact carbone de son plan média et de calculer l'efficacité en face. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut absolument bosser avec Havas, je n'ai pas d'action chez Havas, hein, c'est certainement pas l'idée, mais au moins de se poser la question de l'impact carbone de votre plan média. Parce que, évidemment, les écrans dans les gares ou dans les aéroports, c'est super. On vous vend que ça attire l'attention, mais du coup, c'est quoi l'impact? Est-ce que c'est pas mieux de faire de l'affichage? Est-ce que c'est... faut se poser la question, en tout cas. Et sans doute se concentrer sur de la fidélisation, ce que les marques ont aussi un peu de mal à faire en général. Le sixième point, et pour moi, il est aussi majeur que le design, c'est de raconter des nouvelles histoires. Je crois que tout le monde parle de nouveaux récits. Cyril Dion parle de nouveaux récits. Globalement, toutes les personnes qui s'intéressent à l'écologie parlent de nouveaux récits, sans trop expliquer comment on y arrive. Pour moi, les nouveaux récits, et il faut comprendre que l'humain, il fonctionne au récit. C'est important de se rappeler qu'un billet de 500 euros, ça ne vaut 500 euros que parce qu'on est tous d'accord pour dire que ça vaut 500 euros, mais qu'en réalité, c'est un bout de papier, évidemment. Quand vous regardez votre compte en banque en ligne, vous croyez qu'il y a de l'argent dessus, mais évidemment, c'est juste un numéro qui est écrit. Et en fait, tout le monde, comme c'est un mode de fonctionnement, on a tendance à tous faire confiance, mais en fait, c'est juste une histoire. Évidemment, il n'y a rien dessus, c'est juste un chiffre. Et de la même manière, en fait, cette idée de bonheur autour de l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent,
Elle passe à travers les films, à travers la lecture, à travers les séries, à travers la musique, mais aussi énormément à travers les publicités. Et en fait, je pense que vous ne réalisez pas nécessairement l'impact que les publicités que vous diffusez ont, en fait. Et c'est extrêmement important de se poser la question, eh ben, dans les récits que je vais raconter dans nos publicités, comment je peux changer le discours? Comment je donne une autre idée du bonheur et comment je participe à mon niveau, à travers les histoires que je raconte, à transformer la perception de ce que c'est que le bonheur. Et bien sûr qu'une entreprise peut sembler un peu petite, mais par exemple, si vous êtes un groupe comme Rocher, on va avoir une prise de parole après de Rocher, ben, c'est une entreprise assez importante. Je pense à des leaders mondiaux qui peuvent aussi avoir des impacts extrêmement importants. Je crois qu'en fait, les histoires que vous racontez sont vraiment essentielles. Et c'est pas pour moi du greenwashing, c'est vraiment pas l'idée de dire manger des légumes, devenez paysan, c'est pas ça l'idée. C'est surtout d'arrêter avec cette idée d'accumulation par l'argent, de bonheur par l'accumulation, parce qu'en plus, cette histoire ne fonctionne pas. Et je pense que tous comme vous êtes tous très largement dans les 1% les plus riches du monde, parce qu'il faut avoir 27 000 euros par an pour être dans les 20%, dans les 1% les plus riches du monde. Vous êtes sans doute parmi, en tout cas un certain nombre d'entre vous, les 5% les plus riches de France. Est-ce que vous êtes en permanence heureux? J'espère que oui, je pense que non. Majoritairement, on n'est pas tous heureux en permanence, c'est pas possible. Donc en fait, on voit bien que ce mode de fonctionnement par l'accumulation fonctionne pas très bien. Donc il faut arrêter de raconter cette histoire et il faut raconter d'autres histoires. Donc ça, c'est votre rôle et je pense que c'est un rôle qui est essentiel. Et en fait, je le disais tout à l'heure, des récits, il en existe énormément. On est aujourd'hui dans une société très binaire qui a tendance à tout opposer. Vous devez vous en rendre compte, une société très violente. Euh, et on voit beaucoup d'opposition sur le sujet de l'écologie, en particulier entre un certain nombre de militants écologistes et les entreprises de manière générale. Je crois que plutôt que de se battre sur les entreprises, c'est bien, les entreprises, c'est pas bien, il faut essayer de comprendre et d'écouter le désir des autres. Et même se projeter sur votre propre désir. C'est quoi votre désir pour la vie de vos enfants? C'est quoi le désir de votre vie demain? Et essayer de définir ces récits et voir comment vous pouvez participer pour y arriver. Et je crois évidemment au rôle individuel, évidemment pas par pas, mais je crois aussi beaucoup au rôle collectif des entreprises. Donc en fait, pour conclure, finalement, on est dans des interdépendances positives autour du vivant. Évidemment, ça se fait petit pas après petit pas. Évidemment, c'est un triptyque entre les entreprises, les individus et la politique. C'est vrai qu'en France, on a tendance à attendre que tout vienne du politique, mais évidemment, ça ne peut pas tout venir du politique. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les individus qui doivent se concentrer sur le lien beaucoup plus que sur le bien. Et ça, c'est un mouvement qui est en train d'être fait et vous devez le voir, je pense, à votre niveau individuel, mais aussi de manière, voilà, en termes d'évolution du business. C'est le soin porté aux autres. C'est un équilibre qui va être différent et c'est un équilibre aussi entre son masculin et son féminin. On a tendance à connecter le patriarcat avec le capitalisme, tout simplement parce que la puissance masculine, c'est une puissance extérieure. Donc, c'est cette puissance où vous avez besoin de plein d'objets à l'extérieur pour vous montrer que vous êtes fort. C'est la puissance, c'est la force, c'est la vitesse, etc., etc. La puissance féminine, c'est plutôt cette puissance intérieure. Donc, c'est l'empathie, la vulnérabilité, etc., etc. Il y a sans doute besoin d'un équilibre à cet endroit-là, autant pour les filles que pour les garçons. Et puis, il y a une question de respect des autres, de respect du vivant. Pour les entreprises, il y a une question autour de revoir sa raison d'être, de calculer ses externalités, de redéfinir la croissance, de repenser le design, d'avoir du leadership. Et je crois et j'espère que des leaders mondiaux pourraient montrer la voie en arrêtant certaines pratiques, de remettre de l'éthique dans le business et de créer de nouveaux récits. Et évidemment, de toute façon, la politique va réglementer. Ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique qu'il y a entre les trois. Évidemment, la politique, elle va réglementer à partir du moment où il y a un certain nombre d'entreprises qui vont bouger, ils vont de plus en plus réglementer. L'Europe est en train de réglementer de manière générale. Donc, ça va venir. Juste pour finir, je voulais reprendre cette image d'une main pour soi, une main pour le bateau. C'est une expression qu'on utilise en navigation. Une main pour soi, une main pour le bateau, ça veut dire quoi? C'est en fait, quand on est en tempête, il faut garder une main pour soi, une main pour le bateau. Une main pour soi, c'est le lien avec les collègues, le lien avec la famille, le lien pour soi. Et une main pour le bateau, c'est l'entreprise. Donc, en fait, il ne faut jamais perdre de vue qu'on a besoin d'avoir les deux. Donc, voilà, là-dessus, je m'arrête. Je vous posais juste la question de savoir comment vous vous sentez, mais comme vous étiez tous très heureux au début et que vous pensiez que vous avez beaucoup de chance, j'espère que vous considérez que vous avez toujours beaucoup de chance aujourd'hui et que vous vous sentez, alors j'ai mis empouvoiré, mais empowered, c'est le mot qu'on utilise plus souvent. Voilà. Merci beaucoup. Tu as une série de commentaires. Merci, Ouais, Greg. merci.
Il y a Eleonore qui a fait plusieurs commentaires. Tu les vois peut-être sur le chat. Il y a un J'ai confort à arrêté le partage. consommer sans réfléchir à l'impact de la production de ce qu'on consomme. Il appartient sans doute aux entreprises de se questionner, mais on ne va pas opérer la prise de conscience de nos clients à leur place. Et surtout, le changement que vous décrivez suppose que les gens basculent massivement dans un autre ordre de désir. Qui a vraiment Alors, envie de ne plus bouger en avion. Je ne conteste pas le risque du modèle actuel, mais c'est le point de départ du changement que je trouve complexe. Donc, cette question, Greg, qui est effectivement de comment on se met en mouvement et comment, notamment, les citoyennes et les citoyens se mettent en mouvement. Alors d'abord, il a été prouvé quand même plusieurs fois qu'il n'y a pas besoin d'une toute une population pour faire changer une population entière. Il faut 10% de la population pour faire changer pour faire changer une société. Donc c'est pas vrai de dire qu'il faudrait que l'intégralité des consommateurs change pour que ça change. Comme on est des animaux sociaux, la meilleure manière de changer, c'est quand même de voir que son voisin fait quelque chose. Donc d'abord, c'est pas exactement juste. Ensuite, je crois que le mouvement, en fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, on est depuis 70 ans dans un mouvement de société. C'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement que je décris, il a déjà commencé largement. On voit le développement du féminin, du féminisme de manière générale. Donc, ça va vers ces valeurs que je suis en train de défendre. Je pense qu'à votre niveau individuel, vous voyez bien que c'est en train de bouger. On a vu en 2020 cette importance du lien et peut-être moins du bien. Donc, en fait, c'est déjà en train de basculer. La question, c'est pas de savoir si c'est en train de basculer ou pas. En fait, on est tous pris dans ce mouvement. Donc ça, c'est important, à mon sens, de le comprendre. Et après, oui, pour moi, les entreprises, c'est à elles d'accompagner. L'État va accompagner aussi. Et après, est-ce que on n'a plus envie de voyager en avion? Moi, je crois, et je le ressens comme ça, que dans assez peu de temps, en dehors du fait que ça va devenir de plus en plus cher, ça risque de devenir has-been de voyager en avion. Et je le vois déjà autour de moi, quelque part. Alors peut-être que c'est un micro-mouvement, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va devenir has-been. Mais peut-être que je me trompe, hein. Et de toute façon, ça sera plus possible dans X temps. Mais je crois que dans un avenir pas si lointain, on va voir ça arriver. Alors, c'est intéressant que tu prennes cet exemple parce que François, qui travaille chez Safran, nous dit l'aéronautique se remet en cause, comme on l'a vu lors de la première séance. Elle représente moins de 2% ou à peu près 2% des émissions de CO2. Donc, il y a des hyper-focus sur un certain nombre d'activités qui sont plus symboliques que significatives dans les enjeux d'empreinte climatique. Bien sûr. Comment tu réagis à ça, et notamment sur le fait que les mouvements sociaux se font davantage sur des éléments symboliques que des éléments qui ont un réel impact, hein, on connaît Alors, aussi. en fait, c'est symbolique, oui et non. C'est-à-dire que ça a que 2% des impacts parce que 90% des gens dans le monde n'ont jamais pris l'avion et 20% en France n'ont jamais pris l'avion et ne le prendront jamais. Donc, en fait, bien sûr, heureusement, en fait, que tout le monde ne prend pas l'avion parce que sinon, l'impact serait majeur. En fait, bien sûr que 2%, c'est ridicule et on sait que la majorité de l'impact, il se joue sur l'isolation des maisons, évidemment, et sur la consommation de viande, en tout cas la production bovine. Mais l'avion, en fait, ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est important de se rendre compte parce que on est Européens extrêmement privilégiés. C'est nous qui sommes en train de détruire la planète. Hein. Enfin, je veux dire, de détruire la possibilité du vivant. C'est-à-dire que et donc, ce sont les pays les plus riches. Alors, les États-Unis devant l'Europe, bien sûr, mais néanmoins, c'est quand même les pays les plus riches qui sont en train de détruire le vivant, ou en tout cas la possibilité du vivant. Et évidemment, de prendre l'avion, c'est l'acte le plus. Et je prends l'avion. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prendre l'avion, etc. Je ne suis pas en train de dire que je suis pas. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de radical en aucun point. Mais simplement. Dire cela, c'est ne pas considérer que, en fait, on est une catégorie de personnes qui sont extrêmement privilégiées et que oui, prendre l'avion, c'est un acte qui individuellement a l'impact le plus fort. Un humain ne pourrait pas avoir plus d'impact que de prendre l'avion. Après, heureusement, effectivement, il y a très très peu de gens qui prennent l'avion, statistiquement. Et j'avais cette discussion, par exemple, avec le directeur de la RSE de Bouygues, qui me disait que pour lui, le pic de l'aviation était passé, en fait, puisqu'on sait qu'il y a 30% de l'aviation qui est de l'aviation de business. Il y en a au moins la moitié qui va disparaître. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont bien compris qu'en fait, on pouvait faire des réunions à distance. Donc, de toute façon, ça va se réduire. Je crois qu'avec la crise économique qui arrive et qui va être assez majeure, il y a beaucoup moins de gens qui vont prendre l'avion pour passer un week-end ou partir à Punta Cana. Et en fait, je crois que la réalité, c'est que le pic de l'aviation est déjà dépassé, en fait. Mais peut-être que je me trompe, mais en même temps, je le souhaite.
Merci Grégory pour ces commentaires. Ça va être particulièrement intéressant puisqu'on verra que dans un des exercices de Codev, il y a justement en lien avec les questions et les remarques d'Éléonore et de François, des questions sur des groupes qui sont installés dans des modalités de comment se transformer quand on est un groupe qui est installé dans des modalités qui sont questionnées en ce moment, notamment sur le plan symbolique. Hein. On le verra avec François et son entreprise Safran. Mais aussi dans des entreprises qui mobilisent et qui font vivre, comme le disait Éléonore, 60 000 personnes. Quand on est un groupe qui fait vivre 60 000 personnes, comment on fait pour accompagner cette transition de modèle tout en continuant à avoir notre empreinte emploi, notre empreinte Bien sûr. sociale qui est significative. Et c'est vraiment le sens de cette mise en action. Du coup, tes propos qui peuvent être, qui sont à la fois une invitation à nous comparer à des entreprises que tu as citées comme Intermarché, Lidl, etc., qui sont dans ce Ou type de interface. situation ou interface. Comment ils font et comment on peut faire, c'est vraiment tout l'enjeu.